C'est ça. C'est pas très clair, mais bon, c'est pas grave, je vais vous lire, mais s'il ne s'affiche pas correctement. Alors. Ok. Donc, ce qui est écrit ici, c'est traditional IT. C'est l'IT comme on le décrit. C'est lorsqu'on a tout chez nous, qu'il n'y a pas de cloud. Pour n'importe quoi, on a besoin de passer via le développeur, qui va demander à l'administrateur IT, qui va demander aux gens, qui va créer des serveurs, ajouter des mémoires, etc. etc. Donc, lorsqu'on a l'application, les données, l'environnement de l'exécution, les middleware, les systèmes d'exploitation, si on fait de la virtualisation, on l'a fait là-bas, qui est basé sur du matériel, à savoir du stockage, du serveur, du stockage et du networking. Tout ça est ici, chez nous, et c'est nous qui you manage. C'est nous qui gérons. Vraiment, sur chaque étape. C'est l'approche traditionnelle. J'appellerais ça no cloud. No cloud. Ça marche? Comme je peux, si je décide par exemple d'aller sur un cloud public, acheter ça, le software, l'application, pardon, pas acheter, acheter ça, c'est le contraire. Tout ce qui est networking, stockage, serveur, virtualisation du système d'exploitation, je ne m'en occupe pas de ça. Je pars chez le fournisseur. Par exemple, on a, bon, parmi les fournisseurs, j'ai oublié vraiment de mettre un slide pour ça, désolé. Est-ce que vous connaissez des fournisseurs de cloud public? Quand on a cité tout à l'heure un, Amazon, Azure, Microsoft. On peut parler de OVH. OVH, excellent. Rackspace. GoDaddy. Pardon? GoDaddy. Exactement. Boomi. Et on a plein. Maroc Télécom est en train de construire un cloud public. Mais pas pour les particuliers, pour les entreprises. C'est un projet sur lequel on travaille, ça fait 2 ans. J'espère qu'il va aboutir, ça sera très intéressant. Bon, au début, ça va être pour des professionnels, mais après, si vous êtes particulier, vous pouvez proposer une seconde étape. Il y aura cette partie-là. Il n'y a pas que Maroc Télécom, il y a Inouï aussi, qui travaille sur un projet qui est très intéressant. Vous pouvez aller sur un portail web, donner votre numéro de téléphone et acheter une machine virtuelle à 20 dirhams le mois. Une machine Linux par exemple, installez MATLAB, commencez à travailler. N'importe où vous avez une connexion Internet, vous pouvez vous connecter, créer vos TP, tester, etc. Si aujourd'hui vous voulez évoluer et vraiment essayer de développer des applications, etc., vous pouvez acheter vraiment un environnement, un écosystème, plusieurs machines virtuelles connectées au réseau, un serveur de base de données, un serveur d'application, un environnement de développement, une machine client sur laquelle vous pouvez tester les connexions, etc. Donc vous avez un lab entier, 20 dirhams par machine virtuelle, 2 mois. TTC. Et vous serez facturé directement sur le contrat de votre numéro de téléphone. Intéressant. Le cloud, c'est bien. C'est pour ça que c'est la tendance, c'est pour ça qu'on est là. C'est que c'est bien ce que vous étudiez. Le détail des choses. Mais essayez de garder un petit peu le focus, suivez ce qui vient dans le monde, et ça va où? Ça marche? Donc, c'est ça. On a une machine virtuelle. On ne sait pas c'est où cette machine, on achète une machine virtuelle. On ne sait pas elle est où. On ne sait pas elle est basée sur quel système de virtualisation, sur quel hyperviseur. On ne sait pas si l'hyperviseur est sur quel serveur, sur quel stockage, sur quel networking. On ne sait pas et on ne veut pas savoir. Simplement, qu'est-ce qu'on cherche? Une machine virtuelle sur laquelle on va installer nos middleware, un environnement de développement bien d'exécution, mettre des données et installer notre application et donner le service aux utilisateurs finaux. Donc qu'est-ce qu'on gère nous? On gère ça, on gère le service pour les utilisateurs, c'est nous qui gérons l'application, la maintenance, etc.
c'est nous qui gérons les données d'IANA, c'est nous qui gérons l'environnement d'exécution, c'est nous qui développons, c'est nous qui faisons tout ce qui est les ETL, tout ce qui est les drivers par exemple, REST, JSON, JavaScript, truc machin, et puis basta. On se connecte sur un portail, on achète une machine virtuelle, il me donne la console d'accéder à la machine virtuelle. Et c'est la démo que je vais faire tout à l'heure. C'est que je vais accéder à un système de cloud, comme si j'étais un utilisateur qui vient d'acheter le service chez un fournisseur de service cloud. Et je vais créer une machine virtuelle, je vais lui demander merci de me créer une machine virtuelle, il va me créer et je vais me connecter sur cette machine virtuelle. Après, je peux faire ce que je veux là-dedans. Ça ne concerne personne. Ça marche? Est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qu'on a d'abstraction? On a fait de quel niveau? Ça, c'est quoi? Cette partie-là, c'est quoi? Les données, l'environnement de développement, les middleware. C'est la plateforme. Et ça, c'est le software. Donc, Hachi, ce n'est pas abstrait, c'est concret. C'est moi qui le gère, c'est moi qui l'installe. Vous voyez Hachi? L'infrastructure. On fait abstraction de l'infrastructure. On achète quel service? L'infrastructure. Donc, c'est là infrastructure as a service. IaaS. Donc, je ne sais pas. Ça marche? Parfait. Troisième niveau. Ça, c'est quoi? Et ça? La plateforme. Et ça? Qu'est-ce qu'on a acheté? Plateforme? Underneath. Donc réellement, parce que là, j'avais acheté déjà, c'est un acquis. Donc réellement, ce que je viens d'acheter de plus, c'est quoi? La plateforme. Et je gère tout ce qui est software et données. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé plateforme as a service. Passe. Troisième niveau. Qu'est-ce que j'ai acheté? Même pas l'application. J'ai acheté l'application, mais j'ai acheté Exchange. Non. J'achète le service de messagerie. Il tourne sur quelle application derrière? Je me surprise. Abstraction totale. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Software. As a service. Ça marche? Qu'est-ce que c'est Google Apps? Vous avez déjà, est-ce que quelqu'un a déjà essayé Google Apps? Il y a des services de Google Apps qui sont gratuits. Il suffit que vous ayez un compte Google, un compte Gmail, vous pouvez acheter simplement un service. Est-ce que vous avez essayé le tableur? Non, avant d'introduire les extensions, les web services, c'est un autre domaine. Je suis à Excel. Donc, Google Apps, vous accédez, vous avez un tableur exactement comme Excel. Sauf que ce n'est pas Excel. Pardon? PowerPoint, vous pouvez accéder vraiment et créer des présentations, des slides avec quelque chose qui ressemble à PowerPoint, mais ce n'est pas Microsoft PowerPoint. Même un éditeur de texte qui ressemble à Google, qui ressemble à Word et qui ressemble à OpenOffice, mais ce n'est pas Office, ce n'est pas la suite Office. Qu'est-ce que vous avez? C'est simplement le service de tableur, le service d'éditer des disques, le serveur de créer des présentations. Mais réellement, il est développé en quoi? Vous avez acheté rien que le service, le software. Est-ce que ça marche? Eh bien, sachez que Google, ça c'est ce qu'il offre sur tout le monde. Mais pour une entreprise, il peut lui offrir un système de facturation sur lequel je peux entrer le plan comptable de mon entreprise, l'architecture, la nomenclature de mes produits, les références d'IALOM, les prix unitaires, et vraiment gérer la facture, les noms des clients, la base de données des clients. Je peux entrer tout ça. Un Google.
gérer tout ça. J'ai le monde de la facturation de commercial lorsque le commercial vient le matin, tout simplement il ouvre son PC, se connecte à google.com et puis il part sur apps, il clique, il s'authentifie avec son login et puis il a un système commercial de l'entreprise total, sécurisé là-bas. Rien n'est chez l'entreprise. Vous imaginez la force de ça? Et mieux encore, il peut se connecter de l'entreprise, il peut se connecter de chez lui. S'il est en vacances, on l'appelle, on a un client vraiment qui vient de passer une commande urgente, on n'a personne pour la traiter, et tu es le commercial chargé de ces clients-là, et c'est toi seul qui connais vraiment les taux de rabais, les taux de discount, la remise, les taux de remise, etc. Donc c'est toi tout simplement, on sait que tu es en vacances, mais s'il te plaît, essaie. Ok, ça marche, pour le bien de l'entreprise. Voilà. Je vais me connecter, même si je suis en vacances, il va ouvrir la CD puisqu'il va se connecter, même à partir de son smartphone. C'est génial. Donc, oui, donc il n'y a pas que Google qui fait ça, il y a vraiment beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font ça. Et Microsoft, il fait ça. Il a développé des entreprises très intéressantes pour les professionnels. Microsoft Dynamics. J'espère que vous aurez bon. Ceux qui vont se spécialiser après faire le domaine là, la particularité, ils ont un produit qui s'appelle Dynamics. Ils ont maintenant la version Dynamics Online. C'est vraiment tout entier. Ils ont Office 365. C'est vraiment la suite Office sur Internet. Tu n'as rien. Exchange Online. C'est une plateforme sur service. Mais par contre, si tu veux rien que le service de messagerie, il y a Outlook.com. Outlook.com, le service de Microsoft. Même pas un serveur de messagerie Exchange. Non, tu achètes juste un domaine chez Microsoft. Puis basta. Tu te connectes là-dedans. Et dès aujourd'hui, le OWA, Web Access, la messagerie que nous avons par exemple chez nous aujourd'hui, Web Access, c'est vraiment, on accède sur un domaine, c'est Outlook, sauf que c'est @dev.com, c'est pas du Microsoft. Ça marche? Ok? Donc, on a des domaines, des modèles. Par rapport au niveau de service que nous achetons. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Vous voulez qu'on arrête? Non, après je sais. C'est pas bon. Alors, to cloud or not to cloud? This is the question. Alors, les critères. On va se baser sur quoi? La question du monsieur. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Fadel. Fadel. Enchanté, monsieur Fadel. Donc, la question que vous avez soulevée tout à l'heure, c'était la question de le coût. La demoiselle, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Marlon. Enchanté. La sécurité. Security. Cost. Eh bien, il n'y a pas que la sécurité et le coût. Parfois, et on a certaines entreprises qui sont prêts à vraiment dépenser beaucoup d'argent tant que c'est sécurisé. Je ne vais pas faire du cloud. Vous me dites non, si tu as l'infrastructure chez toi, c'est trop cher. Pas de problème. Je préfère payer pour éviter le risque. Sachez que dans les normes de gestion de l'IT, il y a des normes. ISO 27001, COVID 5, et le plus connu c'est PT, COVID 50, c'est la version COVID, etc. Et puis il y a maintenant Autograph et IT for IT. C'est des normes, des référentiels par rapport aux bonnes pratiques ou les règles de gestion de l'IT dans une entreprise qui parlent ça. Sachez que le risque, la logique de la gestion de l'IT, le risque est quelque chose qu'on paie. Le risque, ça coûte. Ça coûte
dans deux cas. Lorsqu'il arrive, pourquoi on l'appelle risque? Parce que c'est probable, c'est pas réalisé. Lorsqu'il se réalise, c'est plus un risque, c'est un fact, une réalité. Mais par contre, pourquoi on l'appelle risque? Parce qu'il est probable, donc il y a la question de la probabilité. Si je mets mon IT dans un cloud chez un fournisseur qui se trouve je ne sais où, quel est le risque que ce fournisseur-là perd mes données? Quel est le risque qu'un hacker accède à mes données? Ce qui est arrivé à Sony, il y a quelques années, l'année 2017-2008, si je me rappelle bien, 2010 à vrai dire, sa base de données commerciales et de recherche et développement a été c'est pas détruite, hackée. Et simplement, ça a été vendu. Et plein de gens, ils ont développé ce que Sony avait prévu de commercialiser, avoir vraiment davantage commercial. Et il a souffert. Parce que Sony d'aujourd'hui que vous connaissez sur le marché, c'est la même Sony d'avant. Non. Pour deux choses. Parce que ce qu'elle envisageait à développer a été cambriolé, a été vendu et d'autres entreprises l'ont développé, l'ont commercialisé avant qu'elle le fasse. La deuxième chose, c'est qu'il a raté un virage stratégique. Ce qui est arrivé à Nokia. Lorsqu'il y a une technologie qui commence à apparaître sur le marché et qui commence à remplacer une autre technologie existante, l'entreprise qui vend avec la technologie existante, est-ce qu'elle a intérêt à s'attacher avec la technologie ou bien à suivre la tendance? S'il s'attache, s'il ne prend pas avec le virage, il va mourir, forcément. C'est ce qui est arrivé à Nokia. Kodak. C'est ça. Par rapport au numérique. Ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas pris le virage du numérique. Ils sont presque morts. Nokia, pour les smartphones. Android, partir sur Android ou bien Android, système fermé, système ouvert. Eh bien, Sony, simplement, il a raté le virage. Pour tout ce qui est caméra, etc. Bon, une autre discussion. L'idée, c'est que, est-ce que, avec le risque pour que mes données et mes applications, si je les mets dans un cloud, qu'ils soient perdus, cambriolés, corrompus, etc., il est de quel degré? Est-ce que c'est vraiment très probable, moyennement probable, peu probable, mais non, je pense pas. C'est des degrés. Maintenant, la probabilité que ce risque-là survient est une chose. Mais s'il survient, quel serait l'impact? Est-ce que, pour la même probabilité, j'ai pris deux systèmes, mon système de facturation et de comptabilité, et mon système de backup, de sauvegarde de mes données. Je les ai mis dans le cloud, dans un même cloud. Donc la probabilité, bien le risque, probabilité d'un risque de perte de ces deux systèmes-là, elle est égale. Les probabilités sont égales. Parfait. Mais maintenant, si ce risque-là survient, cet événement-là de perte de ces systèmes-là survient, est-ce que l'impact sur le système de comptabilité est le même que sur le système de sauvegarde de données? Non. C'est qui le plus grave? Parce que c'est une contrainte légale, monétaire, etc. Les données, backup, ça va, je peux refaire le backup. Mais si je perds des données, je peux les restaurer à partir du backup, mais c'est un problème parce que le backup, ça se fait de manière périodique. Donc si mon backup date d'hier, donc j'ai les données d'hier. Qu'est-ce qui est arrivé pour les données que j'ai créées aujourd'hui? Elles sont perdues. Pour une entreprise simple, oui, c'est tolérable, mais pour une banque, avec les paiements en ligne, qu'est-ce que je vais dire à mes clients? Il faut repayer? Non. Donc, il y a vraiment l'impact, le degré d'impact. Donc, la probabilité fois l'impact égale risque. Et on mesure ça en argent et en le temps. C'est pour ça qu'on dit le recovery time objective. Recovery point objective.
si je perds, qu'il y a un risque, si je veux récupérer. Dans combien de temps? Et lorsqu'on va dire que je vais prendre par exemple 5 heures pour récupérer les données, lorsque je vais les récupérer, est-ce que j'aurai les données telles qu'elles étaient au moment de désastre, de la perte, ou bien c'était des données moins 5 heures, le dernier backup qui date de 5 heures d'avant? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui se sont calculées. Avec les 5 heures des données dans la vie, combien d'argent ça coûte? Combien de transactions ça m'a fait perdre? Combien de chèques? Combien de factures? Est-ce que vous comprenez? Combien d'unités de production? C'est vraiment des calculs. Ça marche? Donc, c'est des éléments, c'est vraiment beaucoup de calculs. C'est beaucoup de calculs que les gens font pour la partie sécurité par rapport au coût. Et donc, parfois, je me dis, ok, le cloud, il n'est pas cher, le cloud public, il n'est pas cher, mais avec un très grand risque. Et le risque est mesuré de tels millions de dollars. Mais par contre, si je fais un cloud chez moi, c'est beaucoup plus cher, mais le risque, si je fais le cloud chez moi, il va me coûter 200 millions de dollars. Ça marche? Si je fais le cloud privé chez moi. Mais le risque est de combien si je le perds? 10 millions de dollars. Ça marche? Mais par contre, si je fais le cloud public, le coût est de combien? 1 million de dollars par an. Mais le risque élevé, il est de 50 millions de dollars. Donc c'est pas réaliste ce que je vais, c'est pas vraiment la réalité. Le principal risque qui compte plus que ça doit être 300. Donc je compare soit ça avec ça, avec la première combinaison, avec cette combinaison. Je dépense 1 million de dollars par année et je risque 300 millions de dollars. Ou bien, je dépense 200 millions de dollars par an pendant 5 ans avec un risque de 10 millions de dollars. Vous comprenez? Donc, une des manières avec laquelle on fait le calcul. Désolé. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ça va? Et donc, ça c'est vraiment parmi les... Pourquoi j'ai dit? Est-ce que vous avez fait attention à une chose? Parce que j'ai dit, je dépense 200 millions de dollars. Si je fais le cloud chez moi, privé, je dépense 200 millions de dollars par an pendant 5 ans. Pourquoi j'ai dit pendant 5 ans? Lorsque j'achète, je construis un cloud chez moi. Est-ce que je passe 5 ans à construire? Non, je construis une seule fois, je commence à exploiter. Mais pourquoi j'ai dit pendant 5 ans je dépense 200 millions? Donc il n'y a pas que le coût d'achat. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. On ne calcule pas que le coût d'acquisition d'une infrastructure avec une plateforme. La maintenance, le renouvellement des garanties. Le renouvellement des garanties est fait pour quoi? Pour éviter le risque de panne, de désastre, etc. La charge d'électricité, le téléphone, le câblage, les employés, bon, plein de choses. C'est pour ça qu'on appelle ça lisez-moi ça. Total cost of ownership. Qu'est-ce qu'il y a ownership? La possession. Posséder quelque chose. To own something. Alors, posséder une chose chez vous, tant qu'elle est chez vous, ça vous coûte de l'argent. Lorsque vous achetez une voiture, est-ce que vous payez le montant de la voiture et puis basta, vous ne payez jamais plus rien? Non. Tant que la voiture est chez vous, vous faites les vidanges, la maintenance, changez les pneus, mettre du gasoil. Tant que cette voiture est là, vous dépensez de l'argent.
Si la voiture passe 10 ans, vous calculez combien vous avez dépensé depuis que vous l'avez acheté. Le coût de l'achat, plus les dépenses dans 10 ans. Qui sont sur 10. Ça, c'est ce qu'on appelle total cost of ownership. Donc les gens ils calculent ça. Ça marche? Et puis il y a un autre facteur qui est vraiment tout ce qui est flexibilité, scalabilité, etc. Parce que le facteur que Céline a cité tout à l'heure dans le cours de virtualisation, c'est que les applications métiers, les services que les utilisateurs finaux utilisent ont tendance à se proliférer. Vous comprenez c'est quoi proliférer? C'est comme les bactéries, c'est vraiment ça prolifère. Ça c'est large. Il y a de plus en plus de besoins. À chaque fois, on a besoin de plus d'applications, on a besoin de plus de plateformes, on a besoin de plus de développer des softwares, développer des batchs, migrer sur la nouvelle version, etc., etc. Donc à chaque fois, ça n'arrête jamais. Et donc, à chaque fois, on a besoin de plus de machines virtuelles. Et lorsque ces serveurs physiques, les hyperviseurs sont saturés de machines virtuelles, on a besoin de plus de serveurs physiques. Et lorsque le switch sur lequel ces serveurs sont connectés est rempli, il faut un autre switch, un autre routeur, et ça ne finit jamais. Donc il y a la prolifération. Lorsque le système de stockage est rempli, il faut ajouter des disques. Lorsque c'est rempli, on n'a plus d'espace pour les disques, qu'est-ce qu'on fait? Il faut ajouter un autre système de stockage, ainsi de suite. De sa nature, l'infrastructure, la plateforme, ça agrandit. Est-ce que je suis capable de suivre à chaque fois, ajouter, acheter? Non. Pas forcément. Parfois, lorsque j'achète le service, machine virtuelle, à la demande. C'est la vie du 21e. Je sais que je vous ai retenu et que vous avez une contrainte de la café. On a eu un petit peu de retard aujourd'hui, mais désolé, c'est simplement le retard qu'elle fait au début à l'arrivée. Il y avait un petit peu d'embouteillage à Casa, donc on avait du mal à sortir. Donc, je disais, moi aussi je crève de faim, Inch'Allah. Alors, donc tout ce qui est flexibilité, facilité de gestion, c'est à la demande, c'est toujours prêt, immédiat, etc. Donc c'est un facteur qui est très important par rapport à l'entreprise, c'est l'agilité de l'entreprise. Ok, on travaille très bien dans l'entreprise. Hop, il y a le PDG, directeur général, j'ai oublié de parler de ça, la stratégie. Lorsque le directeur général de l'entreprise vient, il dit écoutez, on veut commencer à faire de l'export. On va vendre à l'étranger pour des clients qui sont basés en Chine, qui sont basés au Danemark. Et ces clients-là ne vont pas nous contacter pour faire commande par téléphone, ils vont se connecter au portail. Je veux que vous développez pour eux un portail avec leur langue, la langue locale. Portail sur lequel vont se connecter, faire la demande, etc. Et automatiquement, ça va se connecter au système commercial, générer la demande, le bon de commande. Le bon de commande va partir sur le stock, voir est-ce que le stock est disponible pour leur envoyer. Si le stock n'est pas disponible, il va faire une demande de fabrication, ainsi de suite. Donc tout le workflow, tout le process. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut créer une machine virtuelle, installer le serveur web là-dedans et créer le portail avec la langue. Si on était dans un environnement physique, combien de temps il me faut pour avoir un serveur et créer le serveur? Beaucoup. Mais par contre, si je n'achète que les services, je contacte Google, merci de me créer un duplicat de mon portail web en langue chinoise. Ça va traduire, truc, machin, rapidement. C'est en 2 slides. Donc, les entreprises, côté commercial, sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus agiles. Ils peuvent rapidement changer de stratégie, partir sur ce marché, créer un nouveau produit. C'est vraiment très rapide. Et ça, c'est important. Donc la décision stratégique commerciale dans l'entreprise, ou bien légale, ou bien fiscale, c'est très important. Est-ce que le système d'information est capable de suivre? Est-ce qu'il est flexible? Ou bien non? Ah non, il faut attendre, il faut qu'on fasse une étude, il faut faire du UML, il faut faire de la base de données. Est-ce que c'est du Java? Est-ce que c'est du C++? Non, ça va prendre des mois, c'est directeur général. Ça va prendre des mois. Ça va prendre c'est pas possible. Je n'ai pas le temps pour des mois.